Mesdames et messieurs, chers amis, au nom de toute l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence inaugurale. Je voudrais tout d'abord remercier Cédric Villani qui a accepté d'être le président pour cette 20e édition et que nous allons écouter dans quelques minutes. 20e édition, ça fait 20 ans depuis, pour ceux qui restent dans l'hémicycle depuis ce matin, ils en ont déjà entendu parler, je vais en remettre une toute petite couche. 20 ans, c'est quelques chiffres simplement, mais très courts. C'est plus de 230 personnes qui travaillent pendant 4 jours pour la réussite du festival, plus de 400 manifestations, conférences, débats, émissions de radio. C'est plus de 1000 accréditations, c'est-à-dire de gens que nous accueillons, d'intervenants que nous accueillons, ce qui, vous imaginez le travail en amont et puis aussi pendant ces 4 jours. Et puis c'est une équipe de 9 salariés. On a eu un collaborateur en plus pour l'économie au Rendez-vous de l'Histoire, sinon c'est la même équipe que depuis le début. Et je voudrais profiter, permettez-moi, de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous ces gens qui travaillent tout le long de l'année à la réussite de notre festival et qui sont devenus au fil des années vraiment des professionnels extrêmement compétents. Qu'ils soient vraiment remerciés. Merci. Cette réussite, nous la devons bien sûr aussi à l'aide de tous nos partenaires, à commencer par les partenaires publics, les collectivités territoriales, la ville d'abord. Bien sûr, puisque M. le maire est assis au premier rang, ça a l'air de faire preuve d'une certaine flagornerie, mais ce n'est pas le cas du tout. Merci Marc, et merci tous les gens qui travaillent, tous les employés municipaux qui travaillent pour nous en amont et pendant ces 4 jours. Merci parce ils sont toujours, que ce soit le maire ou tous les responsables, sont toujours à notre écoute et font toujours tout ce qu'ils peuvent pour nous donner satisfaction. Merci aussi, bien sûr, donc merci Marc. Aussi, merci à l'agglomération. Et Christophe a été l'un des pionniers des Rendez-vous de l'Histoire, du festival, bien avant la naissance du festival. Et puis, il a été président. Je ne sais pas s'il était un président aussi bon que moi, mais il était quand même assez bon. C'est lui qui a créé, par exemple, le prix de la bande dessinée historique. Et c'est un prix qui marche très, très bien. De plus en plus d'auteurs de bande dessinée nous demandent, on n'a même pas besoin de leur demander, ils nous demandent à venir au Rendez-vous de l'Histoire. Mais tout ça se passe en excellente entente avec l'équipe de BD Boom. Donc, les collectivités, la ville, l'agglo, la région qui nous aide beaucoup aussi. Et là, je suis encore obligé de dire merci Marc. La région et l'État, bien sûr. Mais parmi tous ces gens qui nous aident, nous avons aussi, heureusement, les partenaires privés. Et parmi ces partenaires privés, nos partenaires historiques qui sont là depuis le début, les 3 mutuelles. Ces 3 mutuelles qui ont créé un prix, le prix de l'initiative laïque, dont nous partageons totalement les valeurs. J'imagine que c'est votre cas aussi. C'est pourquoi je vais demander à Dominique Mahé pour la Maïf, Patrick Umhauer, je prononce à l'allemande son nom, pour la Kasden, et Roland Bertillier pour la MGN de venir me rejoindre. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Le tirage au sort m'a désigné pour représenter les 3 partenaires, donc la Kasden, la Maïf et la MGN, qui bien entendu se retrouvent autour des valeurs de laïcité depuis l'origine, depuis leur histoire et dans leur quotidien également. Et donc il y a maintenant 12 ans, 13 ans, nous avons créé le prix de l'initiative laïque. Alors je ne vais pas vous raconter une histoire puisque chaque fois ça sera un peu la même histoire pour la 13e fois. Mais nous sommes très heureux
de solliciter aussi le jury qui était présent avec Pascal Blanchard. Pascal va nous dire un tout petit mot, mais on va vous révéler quand même le nom du lauréat avant. Et c'est une association, l'association L'Enquête. Alors sa représentante nous dira pourquoi l'enquête. Qui récompense à la fois des chercheurs, mais aussi des chercheurs qui font sur le terrain et qui essayent de travailler concrètement sur ce sujet auprès de jeunes, vous m'avez dit, de l'école primaire, puis maintenant à ceux qui suivent au collège, au lycée, et bien entendu dans toute la sphère des partenaires de l'éducation pour pouvoir travailler avec eux concrètement. Et Pascal, si tu veux bien dire un petit mot pour le jury, pourquoi avoir choisi ce prix? C'est simple, c'était le meilleur projet. C'était le plus efficace, c'était le plus dynamique, c'est du terrain, on en parlait, c'est des jours et des jours sur le terrain, parce que la laïcité, c'est pas simplement de la théorie, c'est de la pratique. Il faut être avec les élèves, il faut être avec les enseignants, il faut trouver des bons outils pour arriver à les ouvrir au monde, il faut être concret. Il faut leur donner envie de le découvrir, non pas parce que ce serait une obligation, mais parce que c'est ça le vivre ensemble. Et surtout, il faut arriver à créer de la passion, et je pense qu'on a trouvé une lauréate qui a de la passion, qui a de l'intelligence, qui a un très beau programme, qui met de l'énergie, et surtout, c'est efficace. Et je tiens à le dire, c'est des questions sur lesquelles l'efficacité est une vraie question. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de l'anthropono-social, on l'appelle comme on veut. C'est chercher de l'efficacité sur des questions essentielles de citoyenneté, c'est être sur le terrain, et c'est faire que nos enfants et nos enseignants aient envie d'apprendre. Donc bravo. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide. Donc, Enquête, c'est une association qui a été créée en 2010 pour développer des outils de découverte ou d'enseignement des faits religieux pour une éducation à la laïcité, avec comme cible les enfants de fin de primaire et en rentrant à la fois par les questions qui se posent au quotidien, l'environnement dans lequel ils évoluent, le jeu et une pédagogie active, une pédagogie du questionnement. Le projet qu'on a présenté pour ce prix, qu'on est très très honoré de recevoir, est un jeu qui s'appelle l'Arbre à défis, qu'on a conçu à destination des enseignants de fin de primaire, des enseignants de cycle 3, pour les aider à aborder ces sujets qui les inquiètent, pour lesquels ils se sentent assez démunis, sujets qui pourtant sont dans les programmes. Et ce, avec un objectif qui est celui finalement de donner corps à ce que Régis Debray appelait dans son rapport de 2002 une laïcité d'intelligence. À la fois rentrer par du positif, c'est-à-dire pas aborder la laïcité parce que ça enlève, parce que ça limite, mais qu'est-ce que ça t'apporte en termes de droit, de liberté. Et au-delà de cette compréhension théorique et intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es assis à côté d'un copain qui ne croit pas la même chose que toi? Donc de pouvoir aborder ces différenciations entre croire et savoir, de pouvoir se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes convictions et que ces différences de convictions sont irréductibles, mais que ce n'est pas très grave, qu'on ne se met pas en danger, que l'autre ne va pas me casser la figure, qu'on peut parler de ces sujets, qu'on peut se rendre compte qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on peut aussi se rendre compte qu'on a des choses en commun. Et c'est cet abord concret, cette jonction en fait à la fois de l'enseignement des faits religieux et de la laïcité qui est particulièrement opérante à notre sens. 7 ans de présence, comme tu le disais Pascal, sur le terrain le prouve. Et d'autre part, j'aurais un deuxième message à passer, c'est celui que c'est important de commencer tôt, de ne pas attendre l'adolescence pour le traiter, que les enfants de primaire sont extrêmement intéressés par ces sujets, qu'il y a très peu d'endroits où ils peuvent en parler, où ils peuvent apprendre à en parler, et que c'est efficace, qu'on les fait changer, qu'on les fait réfléchir, qu'on les fait devenir plus intelligents, plus ouverts, et puis plus à même de respecter des gens qui ne croient pas la même chose qu'eux. Donc merci beaucoup. Merci à tous. Je vais maintenant demander à Jean-Noël Jeanneney de bien vouloir venir me rejoindre. Il va vous présenter la conférence et Cédric Villani. Eh bien, Monsieur le Président de notre édition 20e de 2017, cher Cédric Villani,
j'éprouve comme un bonheur, un privilège d'avoir à vous saluer au nom de tous et à vous dire combien nous sommes reconnaissants que vous ayez bien voulu être le parrain de cette année. Et, nous le sommes parce que nous n'avons pas de raison de cacher que nous avons pour vous une dilection particulière. Vous avez, me semble-t-il, désormais auprès des Français, vous êtes en passe d'acquérir quelque chose comme une affection spécifique, originale. Naturellement, ils sont dans leur ensemble un peu en retard par rapport à la communauté scientifique, puisque voilà bien longtemps que celle-ci vous salue, y compris à l'entrée d'une excellente école, que je ne peux que saluer, mon cher camarade. Vous avez même été, vous êtes peut-être encore président des anciens élèves de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. L'admiration de vos pairs a comblé votre jeune génie de 1000 récompenses. Par exemple, la médaille Fields, je crois que quand on a dit ça, on a à peu près tout dit. Et je crois que vous me savez insuffisamment fou pour essayer de me glisser à l'intérieur de votre compétence à cet égard. Donc, si vous voulez vous informer, le mieux, c'est de lire les livres de Cédric qui vous renseigneront sûrement. Et puis, quand nous avons demandé, vous étiez encore dans le champ, monsieur le professeur, chers collègues, dans le champ exclusif de l'université, même si on commençait de vous connaître un peu. Et depuis lors, vous avez choisi d'entrer dans la vie publique, monsieur le député de l'Essonne. Et du même coup, forcément, un historien ne peut que songer à tous les précédents où des hommes majeurs dans l'ordre des sciences ont choisi d'entrer dans l'arène et d'y agir. Je n'évoquerai pas tous ceux qui sont chimistes ou physiciens, pour ne prendre que les mathématiciens sont un peu moins nombreux en vérité. J'en vois deux majeurs, un qui est Gaspard Monge, le prestigieux ministre de l'Intérieur des débuts de la République, Gaspard Monge, qui a été ministre de la Marine, et puis Émile Borel, auteur d'un livre fameux sur le hasard, qui était du groupe, vous savez, de l'Arc-Ouest, le groupe qui, chaque année, allait en vacances avec Charles Morin, avec les Curie, avec Jean Perrin et les autres, et qui a été lui aussi ministre de la Marine. Ils ont tous les deux été ministres de la Marine. Il n'y a plus de ministère de la Marine, mais je ne voudrais pas naturellement brider vos espérances gouvernementales. Donc, comme l'histoire ne se répète jamais et qu'elle est pleine d'inédits, on peut rêver, je ne sais pas si vous rêvez, à d'autres choses. Je n'aborderai ce que vous êtes que de l'extérieur, forcément, en disant que le regard que vous portez sur l'histoire des sciences nous intéresse évidemment beaucoup. Vous avez dit dans une remarquable interview vers laquelle je vous renvoie dans le supplément du Monde, vous nous avez dit, avec une franchise qui est sûrement votre fait, qu'on n'était pas absolument indispensable de connaître l'histoire des sciences pour être un grand scientifique. Que dans ces coups d'éclat que vous évoquez, ces moments dont parlait Henri Poincaré, ces moments soudains où se révèle quelque chose, assurément longuement préparé, mais qui cristallise, il est arrivé que vos pairs ne connaissent pas exactement en détail les aventures de la science dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Nous en prenons note, mais vous ajoutez qu'il vous paraît néanmoins fécond qu'on revienne en arrière et qu'une fois établi un certain nombre de connaissances, on puisse s'enrichir de la sorte. Vous nous renseignez aussi sur la question passionnante des relations entre le collectif et l'individuel. Dans le cas des mathématiques, il me semble qu'on pourrait croire que c'est exclusivement individuel, et pourtant, vous avez ceci, nous le savons tous, de particulièrement remarquable, que votre science a fait surgir un individu pluriel, ce qui est un cas évidemment assez rare avec Bourbaki. Vous savez que moins d'une dizaine de mathématiciens l'ont créé dans une petite village près de Clermont-Ferrand en 1935. C'est un peu, vous me permettez de le dire, Bourbaki que nous saluons à travers votre personne. Et puis vous avez beaucoup réfléchi, et cela nous l'attendons de tous les savants majeurs d'une société, à la question du progrès, de ses ambivalences. Je suis frappé du fait que vous réfléchissiez à une géographie du progrès aujourd'hui. La défiance étant plus proche de nos préoccupations d'Européens plutôt que de celle des pays nouveaux ou de la Chine qui certes n'est pas nouvelle. Et de cela, je crois que nous pouvons tirer des enseignements et des réflexions quand nous sommes tentés. Il ne s'agit pas d'être naturellement en face de la science benet ou admiratif systématiquement, mais que nous sommes tentés par un certain déclinisme, par une certaine inquiétude qui ferait échapper le destin de la planète à ce qui finalement dépend de nous. J'ajouterais que vous avez le sens du cocasse, qui me paraît très important en politique, puisque vous avez cité récemment Georges Brassens.
trouve pas mauvais que par votre truchement, Georges Brassens figure dans cette rencontre. La bande au professeur Nimbus est arrivée, vous aimerez sûrement la terminer, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement. La bande au professeur Nimbus est arrivée, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement. Je ne crois pas que ce soit vos ambitions. Nous savons prêts, pour toutes sortes de raisons, à quelque liberté dans votre propre fantaisie, ce qui est une forme magnifique de liberté. Je suis heureux, Cédric Villani, au nom de tous, de vous remercier à nouveau et de vous donner la parole. Cher Jean-Noël Jeannenet, chers camarades, merci pour cette introduction magnifique et presque exacte en tout point. J'y ai vu juste une toute petite inexactitude qui traduit la non-commutativité de la langue française. Je n'ai pas été président de l'association des anciens élèves de l'École normale supérieure, mais ancien président de l'association des élèves de l'École normale supérieure. Ce qui veut dire que dans une vie passée, j'étais occupé à tenter de maîtriser toutes les énergies des différents clubs qui s'occupaient à toutes sortes d'activités à l'école. Je vais ajouter quelques mathématiciens politiques à la petite liste. Joseph Fourier, avec une carrière à la fois de fondateur d'un pan entier de l'analyse mathématique et de la physique mathématique, et en même temps préfet de l'Isère, préfet très efficace. Je vais ajouter aussi Monsieur de Laplace, qui est entré dans l'histoire comme un ministre à la carrière extrêmement brève, sous Napoléon. Napoléon a dit de lui que c'était une erreur de... Enfin, il n'a pas employé ces mots-là, mais qu'en gros, c'était une erreur de casting dans son gouvernement. Il voyait des complications partout, des finasseries partout, et enfin, amener l'esprit de l'infiniment petit jusque dans l'administration. Ce n'était pas un compliment. Et un dernier, Paul Pinlevé, qui fut un grand mathématicien et qui fut président du Conseil à une époque. Alors, je vais continuer en remerciant les organisateurs pour l'honneur qui m'est fait de présider ce festival. Et l'honneur qui jaillit sur la science de se voir confier la présidence de ce festival consacré à l'histoire. Il est vrai qu'on peut être un grand scientifique sans connaître l'histoire des sciences. Il est vrai aussi que ça aide quand même. Mais un de mes chevaux de bataille, c'est de rappeler que l'histoire des sciences fait partie de l'histoire. Et qu'on ne peut pas comprendre certains développements historiques si on ne suit pas de près les développements scientifiques sous-jacents. Citation du grand physicien Max von Laue, qui fut prix Nobel. Il a dit quelque chose comme « J'ai vu la science se faire et j'ai vu l'histoire se faire ». Et ce faisant, il parlait de l'invention de la mécanique atomique, de la physique atomique. Et il avait vu, en tant que personnage scientifique extrêmement respecté, la physique atomique passer du statut d'une discipline fumeuse de divagation au stade où c'était un enjeu géopolitique mondial et qui allait décider de rapports de force entre pays pendant plusieurs décennies. C'est quelque chose dont il faut se rappeler. Je vais vous avouer qu'une de mes marottes, c'est que dans un monde idéal, l'histoire des sciences serait enseignée dans les cours d'histoire et qu'on y verrait tout ce que le progrès humain comporte de fascinant qui est lié à cette histoire très particulière. Il y a quelques années, un magazine de bonne qualité, par ailleurs, avait préparé un numéro spécial
sur les Grecs anciens, et on y voyait tout sur les Grecs. Les Grecs et la politique, les Grecs et l'architecture, les Grecs et la philosophie, tout ce que vous voulez. Mais le mot mathématique ne figurait pas dans l'ouvrage. J'ai écrit, évidemment, au comité de rédaction pour me plaindre. À quoi ils ont répondu que, très honnêtement, que j'étais bienvenu pour participer à un prochain numéro. Et si je raconte l'histoire, c'est juste pour rappeler ça. Oui, les Grecs nous ont laissé un héritage mathématique considérable qu'il est impossible d'oublier si on veut parler de l'héritage grec. Et un héritage mathématique tellement important que les mots que nous employons, une grande partie dérivent du vocabulaire des Grecs anciens, mais encore certains de leurs théorèmes sont enseignés de nos jours tels quels, avec la démonstration qui était connue à l'époque. Et cela, je pense, on ne peut le dire d'aucune autre science. Aujourd'hui, on va parler d'Eureka. Eureka, c'est quelque chose qui fait partie de notre monde, qui symbolise le progrès ou une facette du progrès, le moment où quelque chose se passe dans un cerveau et où on passe d'un certain niveau de compréhension à un niveau de compréhension supérieur. Le mot Eureka nous renvoie de façon fort opportune au grec ancien, tellement obnubilé par l'exploration des idées, le dépassement de soi, la maîtrise du monde à partir des concepts et du langage, et c'est très bien. Il nous renvoie à l'anecdote d'Archimède se baignant et ayant l'idée de la fameuse poussée d'Archimède, en un instant, oubliant tout, et il focalise sur l'idée qu'il y a un moment, comme un moment magique, comme une sorte de révélation. Il nous parle aussi des circonstances, et de ce que des fois, l'environnement autour de nous, on peut réaliser quelque chose en l'analysant. C'est la partie que j'aime le moins dans l'histoire d'Archimède, et j'expliquerai pourquoi. Plus important, il insiste sur la dimension d'émerveillement qui était mise à l'honneur tout à l'heure dans la petite remise de prix et qui est tellement importante. La chose la plus importante que peuvent transmettre les parents à leurs enfants, disait Henri Poincaré, c'est la faculté de s'émerveiller. Très proche de devoir d'étonnement rappelé par le ministre de l'Éducation nationale tout à l'heure dans une tradition platonicienne. Eureka, ça a aussi l'avantage de faire allusion à une référence commune qui fait partie de tout ce qui évoque pour nous les sciences. Ça fait partie de notre fond de culture, de la mythologie associée aux scientifiques, si on veut. Et puis peut-être le plus fondamental, Eureka, ça évoque une différence d'échelle de temps considérable. Un peu comme les supernovas. Vous savez, ce qui est de plus incroyable dans les supernovas, c'est le fait que ces explosions spectaculaires d'étoiles à la fin de leur vie, elles surviennent avec une durée incroyablement faible, alors que ces étoiles ont une durée de vie incroyablement longue. Et vous avez un contraste entre ces deux échelles qui est phénoménal. Dans Eureka, c'est ça peut-être qui est le plus frappant. Vous réfléchissez sur un problème qui vous obnubile pendant des heures et des jours entiers, comme Archimède dans la légende, et d'un coup, en une fraction de seconde, arrive la solution ou un élément de la solution. Et c'est quelque chose de très frappant, le fait que ce progrès n'est pas continu, n'est pas constant, et c'est cela qui est mis à l'honneur ici. Il y a une série qui a été produite tout récemment, dans laquelle la parole a été donnée à un certain nombre de chercheurs et de créateurs, où on leur a demandé simplement en quelques minutes à chacun de raconter un moment Eureka, et une série qui s'appelait L'étincelle. Je vais faire quelques commentaires supplémentaires. En premier, cette différence entre une échelle de temps très longue et une échelle de temps très courte de progrès, elle se fait à l'échelle de l'individu, elle peut aussi se faire à l'échelle de la société, où la société tout entière cherche à résoudre un problème pendant longtemps, et d'un coup, quelque chose de nouveau se met en place.
On dit dans certaines théories de biologie évolutive que dans l'évolution, parfois, ça ne se produit pas de façon continue, mais on passe d'un équilibre à un autre équilibre en un très court intervalle de temps. Et puis, je vais dire aussi que cette étincelle, cette notion d'invention, elle a acquis récemment une importance et un intérêt revalorisé considérable, en particulier dans le cadre de l'économie, à un moment où on s'est mis en tête que les inventions et leur transcription en termes d'usage, innovation, étaient finalement l'un des moteurs, certains disent le vrai moteur de l'économie. Sur les stands tout à l'heure, j'ai remarqué l'ouvrage d'un collègue économiste dont le titre était « L'innovation sauvera le monde », rien que cela. Et partout dans le monde, vous voyez des programmes se mettre en place pour favoriser l'innovation à coup de règles, d'environnement, de construction, de réflexion sur des écosystèmes de l'innovation, de grands départements et de programmes de développement de l'innovation. Et il faut se souvenir, en même temps, si on veut, qu'à la fin des fins, tous ces dispositifs qui représentent parfois des milliards et des milliards, ils ne fonctionnent que si, à l'autre bout de la chaîne, au niveau de l'utilisateur, il y a un cerveau dans lequel un déclic se fait et qui participe à alimenter toute cette chaîne. Et ça explique aussi que dans les dernières années, la plupart des exposés qu'on m'a commandés, en particulier dans un milieu entreprise, ils avaient trait à l'innovation. D'autres encore avaient trait à un sujet lié qui est comment ça se passe dans le monde de la recherche. Parlez-nous du héros surmontant la difficulté et des moments où on voit la victoire. Voilà pour les remarques préliminaires. Et si vous le voulez bien, je vais utiliser quelques... Oups. Voilà, très bien. Ah, on a ici une prise à installer. D'un côté et de l'autre, et voilà. Si vous le voulez bien, je vais utiliser ici quelques images extraites de série de conférences que j'ai données l'an dernier à la Maison des Métallos pour parler de quelques-uns de ces eureka, des moments individuels qui ont eu une répercussion considérable, éventuellement à l'échelle du monde. En voici l'un, célèbre eureka du XXe siècle, faisant intervenir un des personnages, un des scientifiques les plus hauts en couleur du XXe siècle, Léo Szilard. Très haut en couleur, mais extrêmement discret, au point que la biographie de référence sur Léo Szilard s'appelle « Un génie dans l'ombre ». Léo Szilard était l'un de ces juifs hongrois déracinés par la Seconde Guerre mondiale, physicien de formation, parti étudier à Berlin, qui s'est exilé au moment de la montée du nazisme. Et au moment où cette eureka se produit, il se trouve à Londres en 1933. Et au moment de notre histoire, très préoccupé par le problème suivant. Comment tirer de l'énergie de l'atome? Pourquoi ça le préoccupait? Pas parce qu'il voulait sauver le monde, mais parce qu'il avait lu une interview du physicien Ernest Rutherford, le père de la physique atomique, lequel avait déclaré que, ouais, il y avait certes un petit peu d'énergie dans l'atome, mais tellement peu que c'était une perte de temps que de vouloir la chercher. Une rêverie lunaire, une escroquerie. Szilard s'était trouvé très agacé par ce commentaire et il s'était dit, ce vieux crouton de Rutherford, je vais prouver qu'il a tort. Vouloir prouver que les aînés ont tort est une grande source d'innovation. On retrouve ça dans l'histoire des sciences assez régulièrement, hein, les gens qui soutiennent une thèse qui va à l'encontre de leur professeur et ainsi de suite. Et au moment de cette histoire, Szilard, donc très préoccupé, se demande comment il va faire, arrive à un croisement, voit le feu passer au rouge et donc s'arrête, et d'un coup, en voyant le feu, qui sait pourquoi, il a l'illumination.
un neutron arrivant à grande vitesse dans un atome de matériau fissile, cassant l'atome en deux parties, le bilan énergétique faisant que deux neutrons s'échappent de là. Chacun de ces neutrons va à nouveau casser un atome, et à chaque fois, et ça va continuer ainsi de suite. De sorte qu'un neutron au départ baladeur engendre deux neutrons baladeurs, puis 4, puis 8, puis 16, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne, et une façon de démultiplier exponentiellement l'infime quantité d'énergie que l'on peut extraire d'un atome. Le principe de la bombe atomique. Et à cet instant, Szilard était peut-être le seul à avoir compris comment ça pourrait se faire. Il a remué ciel et terre pour essayer de faire les expériences sur ce sujet. Plus tard, il a remercié le ciel de ne pas avoir réussi à convaincre les uns et les autres, persuadé que s'il avait réussi en 1933, c'est l'Allemagne, alors plus grande nation physicienne du monde, qui aurait été la première à disposer d'une bombe atomique. Ça a décidé de la suite de sa vie et s'est transformé plus tard en militant pacifiste. Il a auparavant écrit la lettre présentée par Einstein au président des États-Unis pour lancer le programme de bombe atomique américain. Et ainsi entrer dans l'histoire d'une façon extrêmement importante. Et mettre en œuvre, participer en tout cas à la mise en œuvre d'un programme qui, à la fin, implique plus de 100 000 personnes. Histoire individuelle, histoire collective. Et les sciences, c'est souvent comme cela. Illumination marquante également liée à la Seconde Guerre mondiale, celle d'Alan Turing. On sait que son équipe a permis d'écourter la guerre d'au moins 2 ans, c'est une estimation réaliste, la Seconde Guerre mondiale, par le programme de déchiffrage des codes secrets utilisés par les sous-marins nazis. C'est raconté dans un très mauvais film qui est sorti, un film hollywoodien, Imitation Game. C'est raconté dans d'autres films qui sont bien meilleurs. Et évidemment, c'est un travail collectif, mais c'est aussi un travail individuel. Il y a une nuit où Turing a eu une illumination qui lui a permis de mener à bien la chaîne de concepts utilisée pour le dispositif de décryptage. Et cette nuit mérite d'entrer dans l'histoire et d'être enseignée dans les cours d'histoire traitant de la Seconde Guerre mondiale. En voici une autre que j'aime bien, d'illumination, qui, elle, nous montre le rôle que peut avoir l'expérience, même dans un contexte mathématique. Vous voyez ici Carl Friedrich Gauss, l'un des mathématiciens les plus impressionnants de tous les temps. En vérité, ce n'était pas un mathématicien, c'était un surhomme. Et ce jour-là, le jeune Carl Friedrich Gauss était occupé à calculer un nombre qu'on appelle moyenne arithmético-géométrique de racines carrées de 2 et de 1. De la même façon qu'il y a une recette qui a 2 nombres associent leur moyenne, c'est leur somme divisée par 2. Il y a aussi une recette qui a 2 nombres associent leur moyenne géométrique, c'est la racine carrée du produit. Et il y a une recette qui a 2 nombres associent leur moyenne arithmético-géométrique, une sorte de combinaison des deux. Et Gauss calcule cette moyenne arithmético-géométrique ce matin-là, à la main, avec beaucoup de chiffres après la virgule. Ça ne lui fait pas peur. Il regarde le nombre et il se dit, je suis sûr que c'est intéressant, il n'était pas motivé par le désir de changer le monde, il était motivé par la curiosité. L'un des facteurs d'innovation les plus importants qui soit. Et puis il se dit, je suis sûr que c'est un nombre particulier, il fait quelques essais et dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il s'agit de 2π divisé par la longueur de la lemniscate. La lemniscate, courbe dont l'équation en coordonnées polaires est ici. Il en connaissait la longueur par cœur, bien sûr, ça va de soi. C'était l'époque où c'était utile pour les mathématiciens de savoir faire le calculateur. Maintenant, ça n'a plus guère d'intérêt. Et il était expert dans l'art de retrouver ces corrélations, ces correspondances entre nombres. C'était un eureka. C'est aussi le début de quelque chose de long qui allait s'en suivre. Un patient travail de reconstruction d'une théorie qui allait expliquer ça. Et ça, c'est important aussi à mentionner. Un eureka dans la vraie vie, c'est jamais la fin de l'histoire. C'est le début d'une longue histoire où il s'agit d'exploiter et de comprendre ce que vous avez réalisé d'un coup. Je vais maintenant insister sur... je vais vous montrer quelques représentations cinématographiques d'Eureka. Ça va être fait un peu
de façon artisanale. Si ces eureka sont si importants, c'est normal que le cinéma s'en soit emparé, avec un bonheur divers. En voici l'un des plus célèbres dans l'histoire du cinéma, certainement, Rideau déchiré, Hitchcock. Et l'on voit ici Paul Newman dans une sorte de bataille intellectuelle entre savants de deux camps différents. Il a fait semblant de déserter, de passer d'un côté à l'autre du rideau de fer, mais en fait, c'est un espion. Et là, il est en train de découvrir ce que la science ennemie sait. Le son n'est pas important, c'est l'expression qui compte. Ça, c'est le savant qui sait et qui est en train de se faire avoir. Bon, il n'est pas très convaincant, là, Paul Newman, dans le rôle. Et voilà, là, il fait l'expression. Ah, oui, il essaie de comprendre. Pas très convaincant. Et c'est encore moins convaincant quand on voit ce qui est au tableau, qui sont des formules d'un cours de mécanique tel qu'on peut l'étudier à l'université. En tout cas, rien qui soit d'un enjeu, d'un intérêt fondamental. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, les échanges entre scientifiques. En voici un autre, Beautiful Mind, un film sur John Nash, l'un des plus célèbres mathématiciens de tous les temps, et l'un des très rares à avoir fait l'objet d'un film hollywoodien de son vivant. Si vous me demandez ce que je pense du film, je pense qu'il est très mauvais. Dans cette scène, c'est une vraie scène à la Archimède, où John Nash, tout occupé par ses recherches, obnubilé et ne sachant qu'en faire, se retrouve avec ses copains à l'époque où ça se passe. Il est thésard à Princeton. Vous le voyez, il va au bar avec ses copains, mais en fait, il est occupé à fouiller dans ses feuilles et à écrire. Et pendant que ses copains vont se mettre en train d'essayer d'aller, par exemple, séduire les demoiselles qui arrivent, lui va continuer à réfléchir. Ou peut-être qu'il n'ose pas aller participer à la séduction. Il s'agit ici de mettre en scène une façon par laquelle Nash aurait eu l'idée de la théorie des jeux et de ces fameux équilibres de Nash qui modélisent une situation dans laquelle un équilibre se fait entre différents joueurs en compétition, situation dans laquelle l'équilibre se fait parce que si l'un quelconque des joueurs change sa position ou son mouvement, alors les autres alors sa situation deviendra meilleure. Vous voyez ici Nash qui est en train de réfléchir. Là encore, il essaye l'acteur Russell Crowe essaye de faire passer qu'il a une intuition mathématique qui est sur le point d'arriver, en même temps qu'il est troublé par la beauté de l'actrice. Et là, il a l'illumination. Tout le monde va se mettre en compétition. Si tout le monde essaie de séduire la plus belle, ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de place pour tous. Et ensuite, quand elles se rabattront en second choix sur les compagnes moins jolies, elles seront vexées d'avoir été choisies en second et donc leur tourneront le dos aussi et personne ne sera gagnant. Alors que, s'ils se répartissent, s'ils trouvent une autre configuration, tout le monde trouvera quelque chose. Là, Nash a eu l'illumination et vous allez le voir qu'il va se mettre à écrire fiévreusement l'article qui lui vaudra plus tard le prix Nobel. Voilà. Alors évidemment, c'est n'importe quoi. Bon, c'est n'importe quoi. D'abord dans la façon dont ça se passe, dans les relations. Bon, tout est n'importe quoi. Et c'est encore une situation à la Archimède où la solution est dans l'observation de ce qui est autour de soi et dans un nouveau regard. Vous avez vu l'exemple de Léo Szilard. Le truc, c'était le feu rouge. Le feu rouge n'avait rien à voir avec l'énergie atomique, mais ça a déclenché l'affaire. Et souvent, dans les illuminations, il part en courant, il n'essaie même pas d'approcher la demoiselle, il part écrire sa thèse d'un coup, là, dans l'histoire. Un dernier exemple de Eureka, c'est la fin de Usual Suspect. Là, ce n'est pas dans le domaine scientifique, mais ça, très clairement, essaye encore de rendre ce qui se passe dans un petit instant. Ici, le détective qui vient de laisser partir un suspect. Voilà.
Alors là, c'est pas mal rendu, l'idée du temps qui s'arrête et puis on oublie tout. Et d'un coup, différents éléments vont faire sens les uns avec les autres. Dans un moment Eureka, c'est vrai qu'il y a une notion, là, c'est comme s'il y avait dilatation du temps. C'est très bref, mais ça peut paraître très long. Et là, il est en train, en regardant divers éléments, en les mettant les uns avec les autres. Et ça, c'est vrai aussi que souvent, il s'agit de mettre des éléments les uns avec les autres. Ils sont mémoire des choses. Et en un éclair, il est en train de comprendre que la personne qui vient de relâcher, parce qu'il s'était convaincu qu'il n'avait rien à voir avec le crime, en fait, c'était le coupable. Tout qui vient, qui reflash, qui repasse devant ses yeux. Alors ça, c'est pas mal trouvé dans le genre représentation, au sens où oui, quand l'Eureka est là, vous avez tous ces éléments qui viennent s'assembler et qui d'un coup font sens, comme les morceaux d'un puzzle qui se rassemblent. Allez, assez de cinéma. Oui, là, il court pour essayer de rattraper, mais c'est trop tard, il est parti. Je vais vous parler d'un Eureka collectif pour insister sur l'idée que je présentais tout à l'heure, que ce n'est pas seulement à l'échelle de l'individu, mais c'est aussi à l'échelle de la société que les Eureka se passent, et que c'est important d'apprécier cette différence d'échelle. Et je vais vous parler d'une révolution dans notre conception du monde, les atomes. Aujourd'hui, on a en tête que les atomes, c'est une évidence, ou presque, on l'apprend à l'école. Comment diantre on s'est convaincu que le monde était fait d'atomes? Est-ce qu'un jour, avec un microscope ultra fin, on a observé, on a vu un atome? Non, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et ça s'est produit par l'étude d'un phénomène qui semblait n'avoir rien à voir. À l'échelle scientifique, c'est une illustration de ce que parfois on appelle sérendipité, la faculté de trouver quelque chose en étudiant quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Et notre étude, notre aventure des atomes, elle commence avec l'étude du mouvement brownien, un objet que connaissent bien les spécialistes de finances mathématiques, par exemple, les physiciens en général, mais un objet dont le nom est celui de Robert Brown, botaniste. Brown découvre un jour que quand vous prenez un tout petit grain de pollen et que vous le mettez dans une solution, et que vous observez au microscope, un grain de pollen si petit qu'à l'œil nu, vous ne le voyez pas, il est agité d'un mouvement incessant et désordonné. Brown n'était pas le premier à le découvrir, mais il fut le premier à comprendre que ça n'avait rien à voir avec la nature vivante du pollen. Et il l'a fait d'une très belle façon, très beau texte, en commençant par tester avec des grains de pollen morts plutôt que vivants, puis avec des petits morceaux de pierre râpés extrêmement fins et en vérifiant qu'il y avait toujours ce même mouvement d'agitation. Il a conclu que c'était un phénomène physique qui est resté comme une curiosité dans le jardin des physiciens pendant plus d'un demi-siècle. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des images d'archives extraites d'une autre expérience célèbre, celle-ci réalisée au début du XXe siècle. Ça s'agite sans arrêt, c'est très brouillon, c'est désordonné. Et pour expliquer ce mouvement brownien, il a fallu les contributions collectives de quelques grands cerveaux scientifiques. Début du XXe siècle, Albert Einstein et Marian Smoluchowski, indépendamment, comprennent que ce mouvement brownien peut s'expliquer dans le cadre de la théorie atomique de Ludwig Boltzmann. Dans cette théorie atomique, le monde est fait d'atomes. Nous sommes, par exemple, bombardés en permanence par des milliards de molécules d'air, mais nous ne le ressentons pas et nous ne bougeons pas parce qu'on a autant de molécules qui arrivent de la droite que de molécules qui arrivent de la gauche, et que ça s'équilibre exactement à notre échelle. Mais à l'échelle d'une toute petite particule, invisible à l'œil nu, ces forces, ces atomes ne vont pas s'équilibrer exactement. Imaginez que la toute petite particule se fait bombarder en un instant de temps par 10 molécules qui viennent de la droite et seulement 5 qui viennent de la gauche. Peut-être que la résultante de cela aura tendance à le faire aller vers la gauche. Et ainsi, la petite particule, elle va être ballottée, contrairement à nous, par ce mouvement atomique. Einstein et Smoluchowski non seulement montrent que c'est cohérent avec ce mouvement désordonné, mais établissent une équation quantitative qui montre à quel point, comment une densité de particules va se
diffuser, comme on dit, se répandre au sein du fluide, avec une constante dite de diffusion qui vous dit à quel point la particule peut se balader plus ou moins rapidement. Et il montre comment calculer cette constante de diffusion en fonction de paramètres physiques tels que la température. Plus c'est chaud, plus l'agitation sera forte, plus la particule se déplacera vite, mais aussi de paramètres tels que le rayon de la particule, plus elle est grosse et plus il sera difficile de la bouger, ou encore la viscosité du fluide, plus il est visqueux et plus il sera difficile de le bouger, mais aussi le fameux nombre d'Avogadro. Un nombre qui vous dit, comme on l'apprend dans les cours de sciences à l'école, en gros combien il y a de molécules dans un volume typique de gaz, disons, ou de fluide. Ce nombre, il était crucial dans la théorie atomique et personne ne savait le calculer car personne ne pouvait observer un atome. Personne ne savait exactement les distances entre les atomes. Mais uniquement par le calcul et par le travail conceptuel, Einstein et Smoluchowski arrivent à faire le lien entre ce nombre et la vitesse de diffusion des particules dans le fluide. Tout ça se fait avec papier, crayon et cerveau. Certainement qu'il y a quelques illuminations derrière aussi, mais ils ne les ont pas racontées. Que faire de cela? Pour l'instant, rien, mais arrive le tour des expérimentateurs. C'est vraiment une aventure collective, ce genre de choses. Les expérimentateurs se mettent en tête avec des expériences où on observe la diffusion des particules, de mesurer ce coefficient de diffusion. Et si on mesure le coefficient de diffusion, on arrive à en déduire le nombre d'Avogadro. Voici, à partir de certaines des expériences réalisées par Perrin ou Svedberg, le nombre d'Avogadro tel qu'ils ont pu le calculer à peu près 6 fois 10 puissance 23. Alors d'abord, il convient de saluer ce triomphe scientifique, même en termes conceptuels. 10 puissance 23, c'est un nombre qui est inouï. Ça veut dire 100 000 milliards de milliards. Et justement, c'est l'un des prodiges de la science mathématique que de pouvoir aller bien au-delà de notre intuition, sur des territoires que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, qui nous sont inaccessibles à l'expérience ou à l'intuition. Donc, en analysant tout cela, on trouve un nombre aussi grand. Et le fait que diverses expériences réalisées avec différents protocoles obtiennent tous la même valeur du nombre d'Avogadro, c'est ça qui a convaincu les physiciens de l'existence des atomes, sans que quelqu'un à cette époque ait observé le moindre atome. C'était vraiment triomphe conceptuel. Vous savez la suite de l'histoire. Le livre de Perrin, 1913, si ma mémoire est bonne, un peu plus de 30 ans plus tard, la première bombe atomique explosée. À l'échelle de l'humanité, vous voyez comme les choses vont vite. Pendant des millénaires, on s'interroge sur la nature de la matière. D'un coup, non seulement on comprend, mais on trouve l'utilisation quasiment dans la foulée. Et ici, on voit, à travers ces raisonnements, ces calculs, ces équations, l'histoire en train de se faire, dans ce qui est une sorte de eureka collectif. Parlons un petit peu d'exploitation, parlons un petit peu aussi d'économie. Donc une déclinaison de ces eureka en termes technologiques utilitaires. Quelque chose qui a changé notre rapport au savoir récemment, à n'en pas douter, ce sont les moteurs de recherche Internet. Et c'est clair que quand on se penchera plus tard sur l'histoire de notre rapport à la connaissance, le passage des bibliothèques à l'Internet sera une étape fondamentale et les moteurs de recherche joueront un rôle important là-dedans. Comment ça fonctionne un moteur de recherche? Il y a différentes idées qui ont été mises en place dès le début de l'Internet. Et finalement, l'idée qui s'est imposée, je vais vous l'expliquer. En tout cas, celle qui a été le point de départ de la vraie révolution,
dans les moteurs de recherche est l'algorithme PageRank qui a fait la célébrité et la fortune de Google. Ce n'est pas le même algorithme que celui qui est utilisé maintenant. Celui de maintenant est beaucoup plus sophistiqué, mais le point de départ, c'était ça. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec une idée qui est toute simple à la fin, au moins quand on a la culture mathématique. C'était le cas des fondateurs de Google. Imaginez que vous voulez trouver de l'information, et donc vous êtes un enquêteur. Il y a un crime qui s'est produit, il y a des témoins, allez, vous avez 8 personnes à interroger, et vous vous demandez, après un premier tour d'interrogatoire, qui vous allez interroger de façon plus approfondie. Les témoins vous racontent leur histoire, et une partie, c'est ce qu'ils ont vu eux, et une partie, c'est ce qu'ils ont appris des autres. Et ils font référence ainsi les uns aux autres. Imaginez que le témoin numéro 6 fasse référence au témoin numéro 2. Le témoin numéro 2 fait référence au témoin numéro 7, mais aussi au témoin numéro 1, et ainsi de suite. Vous avez fait la liste de ces relations. Qui allez-vous interroger en priorité après? Peut-être les témoins directs, ceux qui ne renvoient pas aux autres, mais qui font part simplement de leur expérience, et ceux qui sont les plus cités. En l'occurrence, le numéro 4, qui est cité par 3 autres. Bon, voilà, ça c'est le principe de base du moteur de recherche de Google, au départ. On va chercher dans tout l'Internet. Internet passe son temps à se référencer les uns aux autres à travers des liens HTML. On va chercher les pages web qui sont les plus référencées, qui sont les plus citées. Facile à dire. Et faisons un petit exemple. Est-ce qu'on voit là comme ça quelles sont les pages web les plus citées, les plus référencées? Ça ne saute pas aux yeux. Et quand vous voulez faire la même chose avec 1 million de pages web, disons qui contiennent un mot-clé, vous voulez savoir lesquelles sont les plus intéressantes, ça sautera encore moins aux yeux. C'est le moment de se souvenir de ce concept mathématique et de concept physique. Le mouvement brownien, vous l'avez vu tout à l'heure, il se déplace de façon désordonnée, un peu partout au hasard. C'est un exemple de marche aléatoire. Et il y a toute une branche mathématique qui étudie ces processus aléatoires qui se déplacent. Et l'idée était de aussi imaginer une particule qui se déplace, non pas dans un fluide, mais à travers les pages web, allant de page web en page web, à travers les liens HTML, et on va voir où est-ce qu'ils ont tendance à aller le plus. Et là où ils ont tendance à aller le plus, c'est là où la connectique du graphe, les relations, les enverront plus spontanément. Avec les petits jetons ici, on compte le nombre de passages, et spontanément va émerger de ces marches aléatoires la solution. Les nœuds, les pages web qu'on a envie de visiter en priorité. Vous voyez ici comment l'observation du monde et des caractères désordonnés de certains mouvements mène peu à peu, de fil en aiguille, à cette idée qui constitue une révolution d'usage, une révolution d'innovation, révolution économique aussi, puisque à la fin, il y avait derrière cette idée, derrière quelques autres, des clés, certaines clés d'une domination économique incroyable. Ce genre de choses, évidemment que vous voyez que ça prend part à l'histoire, en l'occurrence l'histoire économique récente, et on ne peut pas séparer les choses les unes des autres. S'il n'y avait pas eu cette culture scientifique qui avait infusé dans l'environnement où baignaient Brin et Page, les fondateurs de Google, l'idée de l'algorithme ne serait pas venue. Une idée qui d'ailleurs avait été explorée par d'autres auparavant dans un contexte universitaire, académique. On voit sur cet exemple combien l'histoire des sciences s'invite dans l'histoire tout court. Beaucoup d'innovations aujourd'hui reposent sur des concepts mathématiques, sur des concepts scientifiques. Derrière chacune, il y a certains de ces moments eureka et des histoires individuelles qui entrent en résonance avec des histoires collectives. Je vais parler maintenant d'un autre aspect de l'Eureka, c'est que l'Eureka, il ne vient pas spontanément comme ça, facilement. En pratique, si votre métier, c'est celui d'être un scientifique créatif, vos journées typiques seront couronnées d'échecs. Every day is a failure, c'est ce que j'aime bien répéter, et c'est ce qu'aime bien répéter un de mes collègues, professeur
renommé à l'université de Berkeley. Parce que chaque jour, vous cherchez, à la fin de la journée, vous vous rendez compte qu'il ne s'est rien passé. Et vous jetez fiévreusement au panier votre brouillon. Et ça continue, continue. De temps en temps, il se passe quelque chose, pourtant. Et pourtant, quand vous regardez en arrière, vous voyez que vous avez compris des choses. Mais plus encore, quand vous regardez le travail de toute la communauté, vous voyez le progrès considérable qui a été fait. Parce que même si presque personne, si à chaque instant c'est un échec presque partout, le fait qu'il y ait une collaboration entre tous ces acteurs permet de démultiplier les rares succès. Anecdote, rencontre entre Albert Einstein et Paul Valéry à l'Institut chimie physique de Jean Perrin, il y a de cela un peu plus environ 80 ans. Paul Valéry, très ému de rencontrer Einstein, sort un petit carnet de sa poche et lui dit « Maître, moi j'ai toujours sur moi un carnet pour noter les bonnes idées quand elles me viennent. » Il notait tous ses eureka. « Est-ce que vous faites pareil ?» Réponse d'Einstein. « Vous savez, moi j'ai tellement peu d'idées que ça me servirait vraiment à rien. » Et c'est de la modestie, mais c'est vrai. Les vraies bonnes idées, elles sont rares. Il y en a très peu dans le cours d'une année, dans une carrière. Insistons, alors ça c'est l'état fondamental du mathématicien, en train de sécher, en train de se dire que je suis bête et je ne vais pas y arriver. Et la plupart du temps, on sèche. Le petit dessin qui est ici illustre aussi le caractère complexe de ces eureka. Ils ne viennent pas dans un paysage tranquille, ils viennent dans une grande interaction, mais aussi ils viennent souvent après de moult rebondissements. Dans ce petit dessin, on contraste d'une part la perception publique de la science. Vous cherchez, vous documentez, vous passez par la démarche expérience, théorie, expérience, conclusion, etc., comme on a appris à l'école. Vous recevez le prix Nobel si vous avez très bien fait. Ça, c'est la légende. Et la réalité, nous propose le dessinateur, c'est plutôt comme ça. Vous vous lancez dans le défi, vous travaillez dur, votre première idée, vous trouvez que quelqu'un l'a déjà fait, puis votre dispositif expérimental se casse, puis vous obtenez des résultats extraordinaires, finalement c'est de la daube, puis qu'est-ce qui se passe? Vous réfléchissez fort, et puis c'est faux, non c'est vrai, oui ça marche, non ça ne marche pas. Après un long tourment, vous finissez par comprendre, oui ça a fait sens. Puis vous vous rendez compte que quelqu'un a déjà eu cette idée 40 ans auparavant, et puis vous recommencez le cycle. Et puis, à un moment, vous allez avoir ce qui va fonctionner. Un dispositif donc extrêmement complexe. Et puis, l'Eureka, il faut aussi l'avouer, d'abord, très souvent vous avez le Eureka, mais c'est faux, finalement. Vous vérifiez le lendemain matin la très bonne idée que vous avez eue la veille au soir, et ça ne marche pas, juste. Et puis, parfois aussi, même si vous avez raison, vous n'arriverez pas à convaincre les collègues que vous avez raison. Il y a des exemples tragiques là-dedans. Peut-être celui qui a été le romancé de la façon la plus notable, c'est l'exemple d'Ignaz Semmelweis, ce médecin qui, au XIXe siècle, avait eu l'idée de l'hygiène en milieu hospitalier. Ben oui, ça paraît horriblement grotesque de la façon dont je vais le dire, mais si vous êtes un chirurgien et que vous avez successivement effectué une dissection et un accouchement, il vaut mieux se laver les mains entre les deux étapes. À l'époque, personne n'y pensait. Et quand Semmelweis expliquait la procédure, on le prenait pour un fou. Il a fini dans un asile d'aliénés, littéralement. Il avait raison, bien sûr, il n'arrivait pas à expliquer pourquoi, on n'avait aucune idée de ce que c'était les microbes, les germes, mais il avait raison et il n'a pas réussi à convaincre. Il y en a des exemples comme ça. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire du mouvement brownien, des calculs d'Einstein et tout ça, de l'équation de diffusion, sans mentionner que le lien entre la trajectoire du mouvement brownien et l'équation de la diffusion avait été fait avant Einstein et Smoluchowski par un mathématicien français, Louis Bachelier, qui a été tellement peu convaincant qu'il a
passé toute sa carrière dans l'anonymat. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent compliquer le Eureka. Et puis des fois, quand ça se passe, c'est des moments vraiment magiques qui sont comparables à aucun autre dans le cours d'une recherche. Et c'est peut-être pour ça qu'on y attache le plus de prix. Alors, Henri Poincaré nous parle, dans certains de ses textes, de certaines de ses découvertes les plus frappantes. Il a un texte célèbre où il raconte comment il est obnubilé par un problème qui lui trotte dans la tête, incapable de le résoudre, et puis il part un jour en promenade avec des collègues. Quand il revient dans la promenade, au moment où il remonte dans le bus, il pose le pied sur le marchepied, hop, il a l'idée qui lui permet de sauver toute la mise. Il fait la jonction entre tel et tel sujet, et c'est un progrès considérable. Et puis il raconte à un autre moment que pendant la suite, pour se reposer aussi, dégoûté parce qu'il n'arrive pas à mener son programme de recherche à bien, il part se promener sur une falaise, et à un moment, l'idée, en l'occurrence, voilà, dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Ouais. Il dit dans le texte aussi, je vais utiliser des mots barbares, mais vous en faites pas. Ce qui compte, ce sont les idées, pas les concepts que je manierai. Et on voit ici, je réinsiste encore là-dessus, à quel point c'est différent de l'image d'Épinal de l'Eureka, parce qu'il n'y a aucun rapport entre la falaise et la géométrie non euclidienne. C'est juste le fait que, pour une raison inconnue, il y a un processus inconscient qui s'est fait, une connexion qui s'est faite, et que l'idée arrive jusqu'à son cerveau conscient à ce moment-là, de façon certitude, comme tombant du ciel, et sans qu'il sache pourquoi. Et là, il y a quelque chose de magique aussi, de mystérieux. Vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fascine parce qu'il y a ce côté d'émerveillement. Non seulement l'émerveillement de la personne qui a l'illumination, mais l'émerveillement quand vous réfléchissez à cette illumination. Dans un petit ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, Théorème vivant, j'ai essayé de faire le même travail que Poincaré sur toute la durée de la recherche d'un théorème. Depuis le tout premier moment où on décide à deux de se lancer dans l'étude d'un phénomène physique, jusqu'au moment où l'article est publié. Ça dure 2 ans et demi, c'est plein de rebonds, c'est plein d'erreurs, sans arrêt, et il y a aussi un petit nombre de moments eureka. Le plus marquant peut-être était l'un qui se produit au petit matin. Il faut imaginer la situation. Occupé à essayer de surmonter une difficulté, travaillant la nuit, jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, partant me coucher désespéré parce que c'est impossible de surmonter la difficulté malgré toute l'expérience que j'ai. Quelques heures de sommeil, le lendemain matin, il faut se lever, amener les enfants à l'école. Et la petite voix dans ma tête, vraiment comme quelque chose qui chuchote. Il faut faire passer le second terme de l'autre côté, prendre la transformée de Fourier et inverser dans L2. C'était le début de la solution. Alors, toujours avec les Eureka, il y a une suite. Il faut retravailler pour vérifier, évidemment, mais d'un coup, vous faites un progrès et ensuite, vous arrivez à passer à l'étape suivante. C'est comme dans les jeux vidéo, vous savez, vous êtes au niveau 3, vous franchissez une étape, vous passez au niveau 4, et ainsi de suite. Un autre moment, Eureka, dans ce projet, c'est celui qui est arrivé à mon collaborateur Clément Mouot. Au moment où, après plus d'une année de travail sur ce théorème délicat, il s'était convaincu qu'on n'y arriverait pas. Trop difficile,
impossible. À ce moment-là, il était à Paris, moi j'étais à Princeton, et il se met en tête de m'expliquer pourquoi il abandonne. Il savait combien ce projet me tenait à cœur, et lui aussi. Alors il faut une longue explication. Et il commence dans son courriel à expliquer pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne peut pas marcher. On a essayé ceci, ça n'a pas marché, on a essayé ça, on a fait ceci. Si on ne fait pas ça, alors il faut plutôt se rabattre là-dessus, mais ça ne marche pas non plus. La dernière voie qui reste est celle-ci, etc. Et tout en écrivant ce long mail qui résumait ces longues journées de réflexion là-dessus, tout en écrivant le mail, d'un coup il comprend comment il faut faire. Il arrête tout, il va se coucher, et puis il me réécrit le lendemain matin, ça va marcher, c'est super, c'est extraordinaire, et tout ça. On voit aussi à quel point c'est contingent, vous voyez. Là, il s'en faut d'un souffle des fois pour que le projet périclite complètement, ou au contraire, aille complètement au succès. Et il y a ça aussi de fascinant dans ces moments Eureka, que ce soit pour des théorèmes importants ou moins importants, ou pour des très grands projets, un peu comme dans les films hollywoodiens, pour le coup, vous savez, il y a toujours un moment où le sort du monde se joue sur un tout petit truc, et où on passe, on frôle la catastrophe. Ben, c'est un peu ça. Il y a un processus avec un cerveau qui doit comprendre. S'il comprend, quelque chose d'important se produit. S'il ne comprend pas, rien ne se produit. Et aucune force au monde ne sait exactement quels sont les ingrédients qui font que l'illumination viendra ou pas. Je vais terminer pour parler de Eureka en disant que ça s'inscrit, cette question des Eureka, dans une problématique bien plus large qui, elle aussi, a toute sa place dans une problématique historique. C'est celle de tout ce qui permet aux idées d'éclore. Je dirais, disons, aux projets, aux innovations, aux inventions, les Eureka sont un ingrédient, mais pas le seul, loin de là. Et je vais mentionner que parmi les ingrédients fondamentaux pour faire naître vos idées, des ingrédients qui à la fois font l'histoire et s'inscrivent dans leur histoire, évoluent au cours de l'histoire, vous avez en premier lieu la documentation, sans laquelle il ne se passe rien, parce que toutes les grandes idées, elles construisent toujours à partir de ce qu'il y avait avant. La motivation, qui est peut-être l'ingrédient le plus important et le plus mystérieux. Personne ne sait vraiment ce qui motive les gens. Il y a un consensus que ce qui se passe pendant l'enfance est important. Il y a des histoires, des exemples frappants dans l'histoire des sciences. C'était intéressant que le projet qui était présenté, qui était primé tout à l'heure, c'était un projet qui s'adressait à la fin de primaire. Et c'est souvent une période clé, on dirait. Léo Szilard a toute sa vie été influencé par des textes qu'il a lus à l'âge de 10 ans. Pareil pour Alan Turing. Le biographe d'Alan Turing a argumenté que toute sa carrière avait été influencée par un ouvrage de sciences physiques et naturelles qu'il avait lu quand il avait 10 ans. Il y a toute une recherche importante d'ailleurs, un peu partout dans le monde, sur la façon de motiver les jeunes, de les impliquer dans des projets et de faire comprendre à quel point les sciences sont un sujet motivant, passionnant. Troisième ingrédient, l'environnement. Fascinant aussi dans l'histoire des idées. Pas de idées dans un cerveau isolé. Ça vient toujours dans certains environnements. Et certains, par exemple l'historien de l'innovation Marc Gigé, a fait le travail de recenser des écosystèmes très innovants, en prenant l'échelle de la ville souvent, au fur et à mesure de l'histoire, et à se demander quelles étaient leurs caractéristiques. À une époque, en un sens, c'était peut-être Persépolis, la ville la plus innovante du monde. À une époque, Budapest était une ville extraordinairement innovante. À une époque, Paris était la ville la plus innovante du monde, et ainsi de suite. Et c'est pas qu'il y ait eu que c'est pas qu'on puisse identifier une raison particulière, une cause particulière, mais le fait qu'il y a un esprit, un espace
de rencontre, qui favorise l'innovation, les nouvelles idées. Ça peut être l'environnement à l'échelle d'un laboratoire. Le simple fait que vous soyez entouré de gens qui vous parlent de certaines choses, qui vous incitent à réfléchir à telle ou telle chose, même si ce n'est pas vos collaborateurs, est important. Le bâtiment qui est ici reproduit sur la droite, c'est le site historique de ce qui est peut-être l'entreprise la plus innovante, en tout cas la plus légendairement innovante de tous les temps, les Bell Labs, à qui on doit l'invention pêle-mêle du transistor, de la téléphonie par satellite, de la téléphonie mobile, de la théorie de l'information et de quelques autres inventions considérables. Et il y avait une réflexion au Bell Labs sur l'architecture dans laquelle il fallait s'installer, en particulier avec des couloirs longs et sinueux qui étaient très peu efficaces, mais qui forçaient les gens à se rencontrer les uns les autres en permanence. Une réflexion aussi sur la façon de mélanger les gens de spécialités différentes, presque côte à côte, et une réflexion sur qu'est-ce qui faisait que dans cet environnement allait se faire de bonnes idées. Un jour, des sociologues sont mis en tête de faire une enquête dans les Bell Labs pour déterminer, à la demande du management, qui étaient les employés les plus productifs, ceux qui déposaient le plus de brevets, par exemple. Ils ont cherché à dresser le portrait robot et ont fait des comparaisons selon toutes sortes de critères, et ils n'ont trouvé aucun point commun entre les plus productifs, sauf un. La plupart d'entre eux déjeunaient régulièrement avec un ingénieur qui s'appelait Nyquist, qui était membre des Bell Labs. Et là, vous voyez la force de l'environnement. C'est le fait que, par exemple, régulièrement, vous soyez amené à déjeuner avec quelqu'un qui va vous poser des défis intellectuellement ou qui va vous aider à vous révéler, rien que dans la discussion. Et ça se fera au hasard, ça se fera dans la tasse avec la tasse de café, qui sait quoi. Quatrième ingrédient, les échanges. Les échanges et l'environnement, ça semble être la même chose, mais c'est très différent, on peut argumenter. Environnement, c'est les gens autour de vous qui ne travaillent pas sur le même problème que vous. Échange, c'est les gens qui sont éventuellement loin de vous, mais qui travaillent sur le même problème que vous. Je peux voir dans ma propre carrière à quel point ça a été important. Par exemple, que je passe des années dans l'environnement très particulier de l'École normale supérieure de Lyon, même si j'ai collaboré avec presque aucun d'entre eux, tout en ayant des collaborations avec des gens dans 10 pays différents. Ces échanges, on voit aussi comment ils font partie de l'histoire des sciences de façon importante. Certains de ces échanges sont publiés. Il y a des échanges de lettres célèbres, les plus fameux peut-être Leibniz-Newton, avec une querelle qui se querellaient comme des chiens. Et ils jouent un rôle extrêmement important pour aider les scientifiques, les uns et les autres, à avancer dans leurs problèmes. Cinquième ingrédient, les contraintes. Pas de bonnes idées originales sans contraintes. Les artistes le savent bien, ils se mettent des fois des contraintes de dingue. Et sans arrêt, des contraintes vont influencer sur les découvertes scientifiques qui sont faites. Parfois, ce sont des contraintes qui sont posées par des règles. Ici, j'ai mis dans le domaine littéraire la disparition de Georges Perec comme un exemple de contrainte de Givray qui entraîne quelque chose de très original. Parfois, les contraintes, elles viennent des lois. Par exemple, le fait qu'en mathématiques, il y ait des lois extrêmement contraignantes. Parfois, les contraintes, elles viennent du temps. Le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des enjeux de vitesse aussi incroyables a joué un rôle important dans certaines découvertes, accélérer les choses de façon importante, bien sûr. Sixième ingrédient, le mélange de travail et d'illumination que je décrivais tout à l'heure, et c'est là que viennent nos eureka. Et puis, septième ingrédient, persévérance et chance. On ne va pas oublier la chance, et je donnerai une autre petite anecdote personnelle. L'un de mes premiers articles de recherche, à l'époque, non pas l'un des premiers quand même, mais l'un des... Allez, ça c'est mon article de recherche le plus cité, encore à ce jour. Quelle a été la genèse?
À une époque, j'étais à la fin de ma thèse, je lisais un cours de probabilité qui m'avait été recommandé comme ayant peut-être ou peut-être pas un rapport avec le sujet de ma thèse, pas direct en tout cas. Et en le lisant, je regarde et je me dis, mais bien sûr, là il y a des mots-clés que je reconnais, ça doit avoir un lien avec l'exposé que j'ai entendu il y a 2 semaines par ce jeune mathématicien allemand qui semblait être sur un sujet complètement différent. C'était de la chance complète qu'à 2 semaines d'intervalle, je lise 2 articles différents. Enfin, j'écoute un exposé d'une part, je lis un article d'autre part, dont je comprends qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Vous allez dire, c'est une chance un peu provoquée parce que j'étais allé chercher de l'information, mais quand même, gros coup de chance. Il m'a fallu à peu près un quart d'heure pour trouver le lien qu'il y avait effectivement entre ces 2 concepts. 1 semaine pour rédiger l'article correspondant en collaboration avec le chercheur allemand en question. Et là, vous avez mon article le plus cité. Des histoires comme ça, dans l'histoire des sciences, il y en a beaucoup. Et ça montre que souvent c'est injuste. Vous pouvez travailler énormément et n'arriver à rien, ou avoir le bon coup de chance et tomber sur le jackpot. Je vais conclure avec 2 citations. L'une de Thomas Jefferson, sur pourquoi les idées, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait. La citation a plusieurs intérêts, je commenterai. Si la nature a rendu une chose moins propre que toutes les autres à être propriété exclusive, c'est l'action de la puissance pensante appelée une idée, qu'un individu possède seulement tant qu'il la garde pour soi. Dès l'instant où elle est divulguée, elle s'impose à la possession de tous, et celui qui la reçoit ne peut s'en défaire. Ce qui en fait aussi sa particularité est que personne ne la possède moins, car chacun la possède en entier. Celui qui reçoit une idée de moi l'ajoute à son savoir sans diminuer le mien, de même que celui qui allume sa torche au feu de la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans les ténèbres. Première remarque, vous voyez la belle analogie de la torche qui se transmet et qui continue avec un peu l'image de l'illumination. Deuxième remarque, très pratique d'avoir une citation de Jefferson sous le coude dans des débats, surtout sur des questions telles que propriété intellectuelle, parce que c'est l'un des pères fondateurs des États-Unis. C'est très difficile psychologiquement, si vous avez un adversaire américain dans un débat, d'aller contre Jefferson. Et puis la troisième remarque, c'est que ça nous renvoie à une époque où les présidents des États-Unis parlaient bien. Le mot de la fin, Henri Poincaré. Très belle image pour reparler d'Eureka. La pensée est comme un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Je vous remercie.